une fois de plus le bonsoir. Nous pensons que cette fois-ci sera la bonne. Nous avons entamé le live tout à l'heure avec notre invité, mais malheureusement, on a été interrompu par des personnes qui signalaient le direct. Du coup, cela ne nous a pas permis de poursuivre. Nous pensons que cette fois-ci sera la meilleure. Nous présentons toutes nos excuses à tous ceux qui ont attendu ce rendez-vous. Tout ce qui se passe est contre notre volonté. Donc, nous avons essayé de trouver un autre moyen, tout en espérant que nous serons plus perturbés. D'ores et déjà, nous vous prions de mettre beaucoup de cœur, de partager au maximum pour éviter que des gens ne signalent de nouveau. Nous ne savons pas pourquoi à chaque fois que nous faisons des lives, des personnes nous trouvent comme éléments que de venir les signaler. Bon, du coup, certainement, ils ont des choses à se reprocher, mais si vous voulez que tout se passe bien, comme nous vous le suggérons, beaucoup de likes, beaucoup de partages pour éviter que cela ne nous perturbe de nouveau. Alors, nous pensons que notre invité est déjà là, puisque je lui ai fait savoir que j'allais arrêter pour trouver un autre moyen. S'il est là, nous lui suggérons tout simplement de laisser un commentaire pour que nous puissions poursuivre avec notre rendez-vous de ce soir. Et comme vous le savez très bien, sans toutefois se répéter, même si on va le faire, notre invité c'est Maître Christian Timban Bomo, avocat au barreau de Paris et du Cameroun. Vous connaissez très bien cet homme qui est par ailleurs homme de Dieu. Il est très actif sur la toile. On connaît ses positions pour des causes sociales. On connaît ses positions pour des causes humanitaires. Il a toujours été celui-là aux côtés des indigents, des personnes qui n'ont pas de force, si vous permettez que je le dise ainsi. Donc, nous allons poursuivre le temps pour notre invité de nous prendre en direct. Il suffit tout simplement que s'il nous écoute, qu'il laisse un commentaire et nous allons continuer avec le live. Donc, Maître, si tu es là, nous te prions de laisser juste un commentaire pour que nous puissions continuer. En attendant, nous parlions effectivement du cas Longuet Longuer qui a été torturé, si ma foi, selon ses déclarations, dans sa dernière sortie sur Kinox Télévision. Il a été torturé par les éléments de la sémie où il a eu à pisser du sang. C'est ce que lui-même il a fait savoir. Et du coup, nous allons décrypter aujourd'hui avec notre invité les contours, puisque beaucoup de personnes estiment que c'est la liberté d'expression et d'opinion qui sont menacées au Cameroun, puisqu'on n'arrive pas à comprendre comment dans un État dit démocratique au XXIe siècle, que quelqu'un soit en train d'être subi des tortures tout simplement parce qu'il a émis une opinion, parce qu'il a eu à dire ce qu'il pense. On se demande bien, est-ce que nous sommes encore dans un État de droit? On sait, Longuet Longuet est très ringueur dans des vidéos. D'aucuns estimaient qu'il n'était pas normal, mais tout laisse à croire que Longuet Longuet sait bien d'où il va. On l'a vu d'ailleurs très actif même la dernière fois au niveau de Bonamo Sadiadouala lors de la dernière campagne, du dernier jour de campagne du professeur Maurice Kamto. On l'a vu, il a presté, il a d'ailleurs sorti un plus uniquement pour l'événement. Nous ne savons pas pourquoi notre invité traîne à se signaler. Ce que nous allons faire, certainement il ne voit pas le lien du direct, nous allons le lui envoyer par une autre voie afin qu'il puisse laisser un commentaire. Nous vous prions encore d'être indulgents. Il y a des commentaires tendancieux là. Est-ce que Maître est là? Et si Maître est là qui se signale, je vois des personnes qui insultent pratiquement. Bon. Ok.
Oh, merci là, mais je ne peux pas le prendre. Mais je lis ton commentaire, mais je suggère que tu actives la vidéo pour que je puisse te prendre. Je ne vois pas l'icône de la caméra. Pour que je sais pas, il faut que tu mettes l'icône de la caméra. Il faut l'activer, je t'en prie. Active l'icône de la caméra pour que je lance le... Ok, c'est bon. Dans quelques instants seulement, notre invité est avec nous. Nous attendons qu'il confirme l'invitation. Oui, une invitation, j'attends qu'il confirme que nous poursuivons. Maître, s'il te plaît, si tu es là, confirme juste l'invitation comme tu l'as fait par le passé. Bon, nous ne savons pas pourquoi ça traîne, mais on va tout de même. Oui, allô? Allô? Allô, Paul? Allô? Allô, maître, je t'entends très Oui, bien. je suis là. D'accord. Tu Nous m'entends estimons bien? que cette fois-ci, ça va la bonne. Oui, super bien, 10 sur 10. Voilà. Tu peux demander à nos compatriotes et à tous les followers de mettre des j'aime parce que là, on est vraiment attaqué et c'est un sujet sensible. Hein. L'affaire Longuet-Longuet, ce n'est pas une affaire d'artiste, c'est une affaire un peu au-dessus de ça. Ça pose un véritable problème de société et il y a des personnes qui ne veulent pas qu'on parle de certaines choses. Je ne sais pas très bien pourquoi. Pourtant, ce sont des entretiens citoyens. Ce sont des entretiens citoyens. Donc, je disais que je vais continuer. Donc, je disais donc que Longuet Longuet était un artiste engagé. Et dernièrement, donc, nous avons appris sur les réseaux sociaux qu'il a fait l'objet d'une arrestation de la part des agents du CEMIL de Douala à la suite de sa vidéo où il disait que le président Paul Biya n'a pas gagné les élections, mais c'est Maurice Kamto. Quelque temps après cette arrestation, il est sorti et moi j'ai vu cette vidéo-là où il était chez un de ses amis qui est commerçant et son ami disait que oui, il est sorti, voici Longuet Longuet, il est finalement sorti, mais il marche un genre. Il est en train de signifier que Longuet Longuet a été quelque part torturé. Quand j'ai suivi cela, ça m'a beaucoup intrigué. Ça m'a intrigué. Après, je vois Longuet Longuet à genoux au pied de Jenny Gento, qui demandait la grâce et le pardon du couple présidentiel pour les avoir offensés. Alors, je me suis posé la question, il les a offensés en faisant quoi? Quelque temps après, il ne s'est pas arrêté là. J'ai revu tellement de vidéos. Une vidéo où il était en train de parler à ses ancêtres sur le pont d'une rivière dans son village. Il était en tenue traditionnelle. Je l'ai revu devant la croix de Marie. Il était à genoux en train d'implorer la grâce. On l'a vu, je l'ai vu, j'ai senti que quelque chose n'allait pas. J'ai commencé donc à écrire, en demandant même aux gens s'il avait son contact, de me contacter pour que j'entre en contact avec lui, pour qu'il m'explique ce qui se passe. Parce que je sentais qu'il y avait quelque chose. Et pendant cette période-là, il y avait aussi l'artiste et musicien Nyangono. J'ai vu une vidéo de Nyangono, où Nyangono était en train d'implorer la grâce, il demandait pardon, il regrettait ses paroles. Il regrettait d'avoir pris position pour le candidat du RDPC. Alors, j'ai fait un papier où j'ai dénoncé ces attitudes. Je disais que non, ce n'est pas parce que quelqu'un veut faire un concert qu'il est obligé de renoncer à ses activités. Ceux qui lui font cette pression-là ne doivent pas le faire parce que ce n'est pas conforme à la liberté, à l'état de liberté et de droit que nous voulons au Cameroun. J'ai aussi parlé du cas de Longuet Longuet en disant que Longuet Longuet, on ne peut pas
On ne peut pas l'arrêter tout simplement parce qu'il a fait cette déclaration que moi j'ai suivie. J'ai suivi, il n'a pas insulté le président, il a tout simplement dit qu'il n'a pas gagné et que c'est Maurice Kamto qui a gagné et que si on recommençait les élections, et si on reprenait les élections, Maurice Kamto allait gagner, qu'on alignait les Camerounais derrière Maurice Kamto. Alors, pour moi, c'est une opinion. C'était la parole d'un militant, d'un candidat, d'un soutien d'un candidat, parce qu'il faut le rappeler que Longuet a fait campagne pour Maurice Kamto. Alors, il est libre de dire que oui, c'est mon candidat qui a gagné. Bon, comme le font la plupart des militants du SIF et même d'autres Camerounais, tout le temps, qui disent qu'en 92, ni John Fundi a gagné, Paul Biya n'a jamais gagné. Moi, je suis souvent des débats où les gens le disent. Je suis aussi des débats, je l'ai rappelé dans ma tribune, en France, hein, sur YouTube. Si vous tapez maintenant, vous allez voir des Français qui disent que Macron, c'est l'homme du système. Macron n'a jamais gagné les élections en France. Macron est venu là parce que c'est les banquiers qui l'ont mis là, les Rothschild et tout le reste. Et que voilà, la personne qui avait gagné les élections, en réalité, c'est Marine Le Pen. Donc, on suit ça tout le temps. Hein. Et il y a d'autres qui font des vidéos. Vous vous souvenez même, ça va même souvent très loin. Dernièrement, là, il y a un ancien major, un ancien gendarme français qui a porté sa tenue de gendarme et qui est venu dire que c'est Macron qui a organisé l'incendie de Notre-Dame de Paris. Il a parlé, les gens ont regardé. Bon, personne n'a pris ça en considération. Donc, moi, quand j'ai constaté qu'il y a quelque chose qui n'allait pas dans le cas de Longuet, je me suis dit, attention. Non seulement Longuet, c'est un ami, j'ai beaucoup de compassion pour lui, malgré tous les déboires de sa vie, malgré tout ce qu'il a fait dans sa vie, je le connais comme quelqu'un d'engagé. Je le connais comme quelqu'un qui défend la cause africaine. Donc, je ne peux pas lâcher ce frère. Et bien après ma tribune où j'ai lancé l'appel à témoins, où j'ai demandé si des gens avaient son contact, j'ai été contacté par beaucoup de Camerounais qui m'ont dit, vraiment, je sais où il habite, mais je n'ai pas son téléphone. D'autres qui me disaient, voilà, je vais essayer de chercher. Jusqu'à ce qu'un de nos compatriotes m'envoie son numéro de téléphone. Je n'avais pas ses coordonnées. Je suis allé sur ses pages Facebook, j'ai envoyé des messages, il ne lisait pas. Or, il y avait urgence parce qu'il sentait qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Donc, j'ai eu Longuet, c'était le 1er mai. Donc, hier, aujourd'hui, c'est le 2. Alors, j'ai eu Longuet en matinée, finalement. Je lui ai posé la question. Petit frère, explique-moi. Est-ce que ces faits-là sont vrais? Tu sais que tu ne me racontes pas des conneries. Il m'a dit, maître, c'est vrai. Il m'a dit, c'est vrai. Ce que j'ai dit à Equinox est vrai. J'ai été torturé à la CEMIL, à la suite de ma vidéo. J'ai été torturé à la CEMIL. Je lui dis, mais c'est pas possible. Mais tu as lu la tribune que j'ai faite où j'ai dit que tu n'as pas commis de faute. Pourquoi tu demandes pardon à tout le monde? Il dit, maître, moi je suis quoi? Si on a pris Maurice Kamto, on a mis en prison. Maurice Kamto est un avocat international. Qui suis-je pour résister à ces puissants? Voilà l'expression qu'il a employée. Je lui dis, mais comment ça s'est passé? Il m'a dit qu'il était à l'hôtel Sawa, je crois. Hein. Il était là et les gars sont venus l'interpeller. Il n'a même pas voulu résister. Il est allé. Quand il est arrivé là-bas, on lui a posé la question de savoir est-ce qu'il a les preuves selon lesquelles Maurice Kamto a gagné. Et ils ont commencé à le torturer. Il m'a même dit qu'il y a le chef de cette unité qui est en train de filmer. Et je confirme qu'effectivement, on a filmé parce que j'ai suivi une vidéo. C'était une vidéo où on ne le voyait pas, mais on l'entendait parler, où il était en train de dire « Oui, mon commandant, pardon, mon commandant. Oui, tu as raison, mon commandant. » Il était en train de dire ça. Et j'avais suivi cette vidéo. Enfin, c'était pas une vidéo. Ils avaient filmé un coin, on ne voyait pas Longuet, mais on entendait sa voix. C'était une vidéo, en fait. Mais on ne le voyait pas. Et il y a quelqu'un qui a fait un commentaire en disant, voilà la grosse gueule de Longuet qui parle encore. Alors je me suis dit, mais c'est pas. Donc c'est vrai qu'il a été torturé. Donc ça veut dire qu'il a certainement été torturé. Et quand j'ai causé donc avec lui, je lui ai dit, bon, ok, je vais essayer de voir ce qu'il y a lieu de faire. Mais moi, ce que tu es en train de faire, tu ne devrais pas le faire. Parce que c'est la liberté d'opinion. C'est-à-dire que tu donnes ton point de vue sur une élection. Et c'est l'occasion de rappeler aux Camerounais. Je suis avocat. Il est interdit, par exemple, de s'opposer à l'exécution d'une décision de justice. Je prends le cas de la décision de la Cour, du Conseil constitutionnel. Si tu décides, tu dis Paul Biya ne doit pas prêter serment, tu te mets à t'opposer, tu dis il n'y a pas de décision, on ne va pas exécuter.
à ce moment-là, c'est de la rébellion, parce qu'il s'agit d'une décision judiciaire. On ne doit pas s'opposer à l'exécution de la décision. On ne doit pas empêcher l'exécution d'une décision. Mais par contre, dans le cas de la liberté d'opinion, on peut dire que cette décision, moi, je ne la reconnais, pas que je ne la reconnais pas, je crois qu'elle n'est pas juste. Je crois qu'il y a un problème dans cette décision, il y a eu ceci, il y a eu cela. On peut donner son petit point de vue sur une décision de justice. C'est pour ça qu'il y a des procès en révision, par exemple. Il y a des procès en révision, il y a des vieilles affaires. Il y a une affaire en 1924 ici en France. C'était une vieille affaire de 1924 où un monsieur avait été condamné pour avoir tué son collègue. Sa famille, à ce jour, est en train de contester, je dis bien sa famille, tous les concernés, les juges, les avocats, les personnes, les victimes, le coupable, et tout le monde est décédé, mais les ayants droit, les petits-enfants sont continus, l'affaire Seznec. On appelle c'est l'affaire Seznec, vous pouvez la trouver sur Internet. Donc, les petits-enfants continuent à clamer l'innocence du parent en disant que c'était une mauvaise décision de justice. Ça se passe partout. Beaucoup de décisions sont comme ça. On dit non, cette décision n'est pas bonne. Alors même, si on va maintenant dans le domaine universitaire, dans nos universités, nous critiquons les décisions de justice. Dans les palais de justice, nous critiquons les décisions de justice. Partout, nous critiquons et nous disons que cette décision n'est pas bonne. Ça ne veut pas dire qu'on s'oppose à l'exécution de la décision. Donc, Longuet, il donne son point de vue en tant que citoyen. Il dit, je ne suis pas d'accord avec cette décision. Comme beaucoup de Camerounais l'ont fait dans le cadre de l'affaire des élections de 1992 de John Fundy. Il y a plein de Camerounais qui continuent du SIF et même d'autres Camerounais de l'opposition, comme tu as dit que Paul Biya n'a pas gagné, c'est Fundy qui a gagné. Ils le disent, moi j'ai suivi même des débats, je suis souvent à la télé, des gens dire cela. Donc moi je me suis dit, mais pourquoi donc on peut arrêter Longuet sur cette base-là et la mener au sémil. Quand je l'ai eu, je lui ai posé la question, mais comment tu peux justifier ça? Moi, je ne pense pas qu'on peut t'arrêter, t'amener au sémil. Il y a quelque chose parce que j'ai suivi. J'ai eu des informations selon lesquelles tu avais porté l'argent de l'Ambazonie et c'est pour ça qu'on t'a arrêté. Et voilà. Mais il m'a dit, maître, tu penses vraiment que si j'ai comploté avec les gens de l'Ambazonie qui tirent sur les militaires, ces gens qui font du mal, qui sont en train de diviser le Cameroun, on me laisserait dehors alors que c'est moi qui porte leur argent? Je lui ai dit, Longuet, effectivement, je ne crois pas. Je ne crois pas. Je ne crois pas cette information. Alors, j'ai fait mes recoupements. J'ai pris sur moi d'appeler des personnes qui sont aussi dans le milieu militaire, gendarmes, policiers, magistrats et tout le reste à Yaoundé, où j'ai posé la question. On m'a dit, je dis bien qu'on m'a dit que Longuet, il insulte le président. Il insulte le président tout le temps. Il insulte le président tout le temps. Et le pays ne se porte pas bien. Et quand il fait ce genre de choses, ça crée le désordre au pays. Ça peut créer un désordre au pays. Donc, on l'a pris, on l'a amené là-bas. On l'a amené là-bas pour lui faire une petite correction. Mais je dis, mais est-ce que vous devez arriver à le torturer? Il dit qu'il a pissé du sang, on l'a battu avec la machette sur la plante des pieds. Il me l'a confirmé. On dit non, mais nous les patrons, ceux qui sont les chefs, on ne peut pas donner ce genre d'instructions. C'est certainement nos éléments qui peuvent le faire. Vous savez, parfois, quand on interpelle une personne, ça peut être difficile et tout le reste. Et j'ai posé la question sur son passeport. On m'a confirmé qu'effectivement, il détient le passeport de Longuet. Et Longuet m'a fait savoir qu'on a pris son passeport. Il a été arrêté le 2 et on a retiré son passeport le 6. Et quand on retire son passeport, il avait en prévision d'aller faire un concert au Canada qu'il a été obligé d'annuler. Et il ne peut pas aller. Donc, ce passeport étant retiré, il est en privation de sa liberté d'aller et de venir. Alors, après tous ces recoupements-là, je peux confirmer aux Camerounais que Longuet n'est pas poursuivi pour autre chose. Longuet n'a pas participé à une affaire de financement de l'Ambazonie. Ce n'est pas vrai. Cette information est fausse. Je dis bien, elle est fausse. Elle est fausse. Il n'a jamais participé, il n'a jamais collaboré avec l'Ambazonie. Maintenant, quant à savoir
qu'il a insulté la famille, il a insulté le président des vieillards. Effectivement, Longuet a eu à dire que le président est vieillard. Il a cité j'avais suivi cette vidéo-là où il disait que le président de l'Assemblée, tout le monde, le président du Sénat, les vieux que les vieux laissent. Mais Longuet n'est pas le seul à le dire. Et encore que ce n'est même pas une injure, on dit que le président est vieux. C'est un vieillard, il ne peut plus gouverner. Bon, ça, c'est vraiment c'est ce qu'on appelle la liberté d'expression. Hein. Les gens peuvent dire des choses comme ça. Ce n'est pas des injures. C'est comme quelqu'un peut dire que Maître Tiban, tu es laid, Maître Tiban, tu es un menteur, Maître Tiban. Bon, ça, c'est vraiment, je ne peux pas aller porter plainte pour ça. Et je voulais faire remarquer aux Camerounais que j'avais été, quand j'étais avocat, moi, j'étais dans un cabinet, le cabinet de Maître Ngaï Miano. Beaucoup de journalistes le connaissent parce que nous défendions beaucoup les journalistes à l'époque. Nous défendions Pius Ndiaoué, nous défendions Séverin Tchouke, nous défendions même Zébazé. Hein, il y avait beaucoup de gens Baptiste pas. Nous étions des avocats de beaucoup de journalistes à cette époque-là. Et même Anissé Kané, nous l'avons défendu. Donc, j'étais stagiaire et j'allais souvent aussi plaider ces dossiers. J'avais constaté dans ces dossiers de procédure que, contrairement à ce que la loi camerounaise dit, le président Paul Biya n'a jamais porté plainte pour diffamation. Ça, il faut le reconnaître. Le président Biya n'a jamais porté plainte. Il n'y avait pas dans ces dossiers-là une seule plainte, un moindre signe de plainte. C'était des procédures où certains sécurocrates allaient arrêter les journalistes la nuit et on les envoyait au palais. Et les magistrats essayaient de trouver un peu le moyen pour condamner. C'est pour ça qu'ils les condamnaient souvent pour propagation de fausses nouvelles, alors qu'il s'agit des délits de presse. Voilà, ce qui n'est pas conforme, parce que ça violait la loi. Donc les magistrats essayaient de faire, les gens essayaient de plaire, de complaire, et le président prenait sur lui, dans le cadre, par exemple, de Pius Ndiaoué, qui avait dit que le président était malade. Quand le président, ça je vais le dire, hein, ça de manière claire, quand cette affaire-là commençait à faire du bruit dans le monde, le président a ordonné qu'on le sorte, l'arrêt de poursuite. Pius Ndiaoué, on l'avait sorti à Noubel, à Douala, il était sorti, alors qu'il n'avait pas encore fini de purger sa peine. Il était sorti. On l'accusait d'avoir diffamé, d'avoir propagé une fausse nouvelle. Il était condamné à 2 ans ou 1 an et demi, mais il avait fait à peine 1 an, il était sorti. Donc, dans ces dossiers-là, le président Paul Biya n'a jamais porté plainte. Dans ces dossiers-là, personne n'a jamais vu Chantal Biya porter plainte. Jamais de la vie. On a vu une plainte au tribunal, je fréquente les tribunaux au Cameroun, j'ai des amis qui sont avocats, j'ai des amis magistrats, je connais le milieu. Il n'y a jamais eu de plainte au nom de Chantal Biya. Il n'y a jamais eu de plainte au nom de Paul Biya. Mais c'est des plaintes qui sont, on ne sait pas, vous vous retrouvez face à la barre, vous avez le procureur de la République. Et vous n'avez pas une partie civile qui se plaint d'avoir été insultée. Ça n'existe pas. Alors, dans le cadre de l'affaire Longuet, j'ai compris tout de suite que c'est ce genre d'affaire. Et après avoir écouté l'environnement de toutes ces personnes qui ont connu de ce dossier-là, je me suis rendu compte que, effectivement, il y a un problème avec la liberté d'expression et le comportement des sécurocrates au Cameroun. J'ai des amis magistrats qui m'appellent, qui me disent que, maître, il y a à Douala, par exemple, il y a des gendarmeries, des commandants de gendarmerie qui se fichent pas mal du procureur général. Il y a des commissariats, il y a des gens qui viennent de Yaoundé, qui viennent arrêter, qui ne demandent rien au procureur, ils n'ont rien à voir avec le procureur, ils font comme ils veulent. Je leur ai dit, mais comment est-ce qu'on peut vivre dans ce pays? La sécurité, la liberté des personnes, elle est protégée par la justice. Ça ne peut pas être une affaire des hommes en tenue. Je dis bien que ça ne peut pas être une affaire des hommes en tenue. Imaginez-vous, les hommes en tenue commencent à arrêter tout le monde, qui deviennent des justiciers, qui se mettent à fouetter les gens, sans contrôle, sous contrôle de personne, à faire la loi, tout simplement parce qu'ils ont des armes. Parce qu'ils ont des armes que les citoyens leur ont données. Ce n'est pas normal. La République, on a des règles dans une République. La République du Cameroun, la constitution que nous avons adoptée, le peuple a dit, a défini les fonctions et les rôles de chacune des parties, de chaque individu, de chacune des administrations. On aime bien dire que oui, il a violé la loi, il a violé la loi. Mais quand on a en face de nous des violations de loi, comme dans le cas de Longuet est arrêté, la question qu'on lui pose quand il arrive,
La question qu'on lui a posée, c'est que est-ce que tu as les preuves que Maurice Kamto a gagné? Et on s'est mis à taper sur la plante des pieds. Alors d'autres disent que oui, est-ce qu'il y a les preuves qu'il a été battu? Est-ce qu'il a un certificat médical? Mais attendez, de qui se moque-t-on? De qui se moque-t-on? Quand on vous amène au CEMIL, si des gens ne respectent même pas le procureur général au Cameroun, à Douala, les brigades et gendarmerie, beaucoup de gens font à leur tête. Alors, quel est le médecin? Le code pénal, le code de procédure pénale dit qu'il faut faire venir un médecin. Quel est le médecin qu'on va faire venir dans cet état-là? Quelle est la preuve que Longuet peut apporter? Alors que les règles de procédure ont été violées. Longuet est capable de dire qu'il a été sodomisé là-bas et que ça sera tenu comme parole d'évangile. Tout simplement parce que les conditions de son arrestation n'étaient pas conformes à la loi. Il faut que les uns et les autres le sachent. On ne peut pas se prévaloir, on ne peut pas demander à quelqu'un de rapporter la preuve de ce qu'il a été violenté alors que les conditions de son arrestation, le lieu de son arrestation ne sont pas indiqués. Je prends le cas du CEMIL. Le CEMIL est chargé de la sécurité dans l'armée. Le CEMIL n'a pas à gérer des affaires de droit commun. C'est quand même une structure assez sérieuse. Mais il y a encore quelques semaines, il y a une dame qui m'a appelé tout éplorée en me demandant d'appeler un responsable de cette unité à Douala. Parce que sa fille avait été arrêtée là-bas pour une affaire avec son employeur. C'est très grave tout ça. Et je leur ai dit, mais qu'est-ce qu'ils font là-bas? Il y a un avocat, un confrère qui a été constitué, qui était là-bas et qui peut confirmer mes dires. Et qui a négocié pendant 2 jours. Et cette affaire-là s'est terminée dans des arrangements sordides. On ne peut pas laisser ça. Ce n'est pas parce que les autres ont les armes que la société leur a donné. On vous donne des armes, c'est avec nos impôts. C'est avec nos impôts. Mais oui, Paul, s'il te plaît. Oui, vas-y. Ok. Pour lancer, en fait, je voudrais poser la question de savoir, puisqu'on se souvient très bien, parlant toujours de la CEMIL, on a vu le jeune journaliste promoteur qui défendait d'ailleurs les prisonniers politiques, Michel Bienton, qui a été toujours appelé de cette manière. Il a torturé, il est sorti aujourd'hui, il est presque muet, il ne parle plus. Et Michel Bienton, on l'a accusé toujours d'avoir passé un message aux Amazoniens. Est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas une excuse de couvrir les assises pour museler les personnes qui, ma foi, ne pensent pas que Paul Biya est tellement beau et mignon? Oui, mais moi, je sais que moi, je vais dire. Tu vois, moi, je ne suis pas entré dans le truc politique et tout le reste. Parce qu'il y a des choses, il ne faut pas que ces structures-là soient utilisées pour régler des comptes, par exemple. Le cas de Michel Bienton, j'ai voulu me constituer. Et ce qui m'a surpris, c'est que les associations de droits de l'homme et beaucoup de journalistes sont tués et essaient d'aller négocier par derrière. J'ai dit non, on n'a pas à négocier par derrière. On ne peut pas arrêter ce garçon comme ça. Aujourd'hui, personne ne voit plus Michel Bienton. Il ne parlait plus, il est sorti. Bouche cousue. C'est pas normal. Hein, Paul, comme tu as arrêté, j'étais en train de développer quelque chose parce qu'il faut aussi profiter de ce genre d'émission pour parler, pour être un peu didactique, pour que les Camerounais sachent exactement quels sont leurs droits. On n'a pas arrêté les gens au Cameroun sans passer par le procureur ou le commissaire du gouvernement en ce qui concerne les infractions à caractère militaire. Ça veut dire quoi? Le gendarme, dans le cadre d'une enquête préliminaire, il vous adresse ou le policier, il a l'obligation de le faire. Si vous ne déférez pas à la convocation, il ne se lève pas de lui-même et venir vous arrêter. Il doit s'adresser au procureur de la République ou au commissaire du gouvernement à ce qui concerne à ce qui est des infractions à caractère militaire. Et on lui décerne un mandat d'amener. Et c'est sur la base de ce mandat d'amener-là qu'il vient donc vous arrêter. Il n'a pas à se lever à la suite d'une plainte alors qu'il vous a adressé une convocation et que vous n'êtes pas venu, il vient vous prendre. Même en cas de flagrant délit, quand par exemple vous êtes en train de commettre une infraction, dès qu'il vous saisit, la première des choses à faire, il a l'obligation d'appeler, d'informer le procureur de la République de ce que, voilà, j'ai trouvé quelqu'un en train de commettre une infraction. Ce n'est pas son affaire. Les officiers de police judiciaire, l'action publique, la poursuite des infractions n'est pas leur affaire. C'est l'affaire du procureur. Le procureur peut les dessaisir des dossiers. Ce n'est pas à eux d'imposer leur loi.
Les commissariats et beaucoup de gendarmerie au Cameroun sont devenus des lieux où on règle les litiges. On dit trouver un arrangement. Prenons le cas des petits-enfants, la dernière fois, là, les petits-enfants, là, les 2 petits-enfants de 14 ans qu'on a envoyés à Kondengui. Mais il a été dit par la famille, les parents de ces enfants-là ont dit à plusieurs fois que les enfants ont fait plus de 3 semaines à la brigade, dans une brigade à Yaoundé. Est-ce que vous trouvez que c'est normal? La garde à vue ne peut pas dépasser 72 heures, même en cas de prorogation, sauf en matière de terrorisme, où les délais sont assez longs. Mais pour les infractions de droit commun, on ne peut pas garder quelqu'un plus de 72 heures dans un commissariat. Déjà, à la 24, on renouvelle une fois, 48 heures, 72 heures, on informe le procureur et le procureur doit rendre une ordonnance où il motive les raisons pour lesquelles on peut continuer à te garder dans cette unité de police ou de gendarmerie. On ne garde pas les gens comme ça. Alors, j'étais en train de dire ceci, Paul, vraiment, permets-moi d'appuyer là-dessus. Dans une république, chaque administration a ses fonctions, a son rôle. Si maintenant, l'État du Cameroun, notre pays, devient le pays où des hommes en tenue, parce qu'ils ont des armes, parce que c'est ça qu'il s'agit, ils ne sont pas plus forts physiquement que nous autres. Nous sommes, si c'était en être humain, qu'on se mettait face à face en se donnant des coups de poing, je ne suis pas sûr qu'ils seraient les plus forts du Cameroun. Mais c'est parce que la société, la République leur a donné la tenue de faire un certain travail, de protéger la nation, de protéger les individus. Leur a donné des armes que nous payons avec nos impôts. Il ne faut pas que les gens croient que l'État, c'est autre chose. L'État, c'est les citoyens. Nous payons les impôts. Quand tu vas consommer une bière, on te prélève la TVA. C'est l'impôt que tu es en train de payer, parce qu'au Cameroun, on ne paye pas les impôts comme dans d'autres pays. On paye aussi, mais on ne paye pas les impôts. Tous les Camerounais payent les impôts. À chaque fois que tu achètes quelque chose, on prélève la TVA, on reverse ça à l'État. Ça veut dire qu'en achetant un produit, tu payes l'impôt au même moment. On appelle ça l'impôt sur la consommation. Et c'est avec cet argent-là qui est budgétisé, le budget du ministère de la Défense, les budgets, d'autres budgets, des sources de revenus, qu'on va maintenant acheter les armes, on va acheter les tenues, on va payer les salaires à nos militaires pour notre sécurité. Pour notre sécurité. Donc, il faut que nos compatriotes qui sont chargés de cette mission de nous protéger le sachent très bien que ce n'est pas autre chose. La société, c'est le peuple qui a décidé de leur donner cette mission. Donc, il ne doit pas devenir les ennemis du peuple. Il ne doit pas devenir nos ennemis en violant, en passant outre les lois. Le maintien de l'ordre est coordonné. Le maintien de l'ordre est encadré par des lois. Ce n'est pas parce qu'on dit que les forces de maintien de l'ordre qu'ils vont décider de maintenir l'ordre comme ils veulent. Comment se fait-il? Comme on arrête longueur, on l'amène à la CEMI. La CEMI n'est pas compétente pour juger des affaires de droit commun. Il y a quelqu'un qui m'a dit que c'est pour le moral, je ne sais pas, mais le moral de qui? Et s'il y a une infraction, si quelqu'un a commis une infraction, on l'amène à la gendarmerie ou à la police. Et quand le policier ou le gendarme, le commissaire ou le commandant de brigade, le commandant de compagnie, le commandant de légion a fini de faire son travail, il renvoie le dossier chez le procureur. Le procureur solutionne, soit il envoie le dossier devant le juge d'instruction, soit il dépose la personne à la maison d'arrêt et la personne passe devant des juges et où il sera défendu par ses avocats. C'est comme ça que ça se passe dans une république. Maintenant, ce que je voudrais dire, et là, il faut que les Camerounais et nos forces de l'ordre le comprennent. Chaque fois que l'armée ou la police devient justicier et que les individus se rendent compte que leurs droits sont en train d'être abusés de manière illégale et irrégulière, qu'est-ce que ça crée? Ça crée des frustrations. Et ces frustrations-là, c'est pour ça que vous allez voir des gens qui étaient normaux prendre aussi des armes. Parce que le civil que vous voyez là, il peut devenir dangereux après. Le civil, quand il est mal gouverné, quand le civil est maltraité par les forces, il va se dire que mais il m'arrête injustement. Il me fouette alors que la loi dit qu'on ne doit pas fouetter les gens. Lui me fouette en vertu de quoi? Parce qu'il se croit très fort. Le jour où on lui présentera une arme, il prendra l'arme. Vous voyez dans beaucoup de pays là, les rebelles là, c'était des civils. C'était des civils. Et il faut faire très attention. Personne n'a le monopole de l'utilisation de l'arme. Je n'encourage pas les Camerounais à avoir cette réaction. Mais dans les pays où il y a les règlements de compte, à regarder très bien, surtout en Amérique latine, c'est là où il y a des abus. Et même en Afrique du Nord, en Afrique du Sud. Quand il y a des abus, les gens règlent les problèmes aussi, ils règlent les affaires en nombre. Les gens vont régler les affaires en nombre. Mais quand tu as été jugé,
Quand la loi a été respectée, le gendarme a fait son travail. Tu as volé, tu as escroqué, il te prend, il t'entend sur PV, il t'envoie chez le procureur. Tu n'as pas de problème avec lui. Il a fait son travail. La plupart des prisonniers qui sortent n'ont jamais tiré, n'ont jamais réglé des comptes aux gendarmes, qui n'ont pas abusé d'eux. Beaucoup de gens sont sortis de prison, ont même bu le même verre avec les mêmes policiers, ont bu le verre avec les mêmes gendarmes, quand le travail était bien fait. Parce que tu sais, toi-même, tu es conscient que le gars, il a fait son boulot. Donc, tu n'as pas à en vouloir. Il y a des magistrats qui ont rendu des décisions. Les magistrats se baladent au Cameroun. Ils vont dans les bars, ils vont dans les boîtes de nuit. On ne tire pas sur eux. Les gendarmes et les policiers vont dans les bars, les boîtes de nuit, on ne tire pas sur eux. Parce qu'on sait qu'ils font leur travail. C'est comme le médecin ou l'avocat ou le professeur ou l'instituteur ou l'infirmier qui fait son boulot. Donc, on comprend ça. Mais maintenant, quand une personne qui exerce une mission de service public sort du cadre de sa compétence et se permet maintenant d'utiliser, à commettre des abus parce qu'il se croit imbécile du pouvoir, parce qu'il a l'arme, parce qu'il a la violence, alors ça devient frustrant. Moi, je prends un exemple. Longuet a des enfants. Et quand Longuet pleure, qu'on m'a battu, quand tu as ton père, Paul, ton père vient à la maison et dit qu'on m'a battu là-bas au commissariat. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça peut faire à ces enfants-là? Moi, si mon père vivait, quand j'avais encore le cœur chaud, quand j'étais encore moi-même, tu fouettais mon père, mon papa. J'apprenais que tu avais fouetté mon papa dans un commissariat. Même si tu as les armes, je vais te chercher. Je vais te chercher. Moi, je n'aurais pas toléré ça. Quand moi, quand je n'avais pas encore, je n'étais pas encore un serviteur de Dieu, je n'aurais pas toléré qu'on fouette mon père et que mon père vienne à la maison, commence à masser ses pieds parce qu'un individu l'a fouetté en décidant de le fouetter. Si mon père a commis une faute, qu'on l'envoie devant le juge, qu'on le juge et qu'il a en prison, nous allons lui rendre visite parce qu'il a violé la loi. Mais on n'a pas à fouetter mon père ou à fouetter ma mère, à fouetter mon petit frère. Je ne tolérerai pas ça. Ah oui. Et quand vous faites ça, et quand les gens se comportent comme ça, je vous assure, moi je parle comme ça peut-être des affaires prophétiques. Vous allez voir dans ces pays-là, les pays où les gens sont toujours comportés comme ça, les gens vont régler les comptes. Les gens vont régler les comptes. Un matin, vous passez, vous trouvez un gendarme abattu. Et ça devient la jungle. Or, c'est ça, ces personnes-là qui doivent réguler notre société. Pourquoi nos militaires, nos gendarmes, pas tous, évidemment, se comportent de la sorte? Pourquoi ils peuvent refuser d'appliquer les lois? Voici tous les textes de loi que j'ai pris. La loi, par exemple, sur le passeport. Pourquoi on ne peut pas retenir le passeport d'un individu sans la décision de justice? Je vais lire. C'est la loi, c'est le décret, c'est un décret de 2013 qui a été modifié entre-temps, hein, parce qu'on a revu un peu. Il y a certaines discussions qui ont été modifiées, mais sauf celle-ci. Et à l'article 5, il est dit, il définit les conditions de retrait de passeport. Le passeport est, article 7 de ce décret, le passeport est refusé à l'initiative du ministère public en cas de poursuite judiciaire pour crime ou délit, au condamné à une peine non encore exécutée, au libéré conditionnel avant l'expiration de sa peine, au débiteur du trésor public s'il fait l'objet d'une réquisition du ministre en charge des Finances, du Travail, de la Sécurité sociale et en cas d'atteinte à la sécurité nationale. Et on dit, article 8, le passeport peut être retiré à son détenteur si ce dernier se trouve dans l'un des cas énumérés à l'article 7 que je venais de lire. Donc, si tu es dans le cas, si c'est le ministère public qui a décidé, donc le procureur peut demander qu'on te retire parce qu'il y a un dossier, une procédure judiciaire qui est ouverte en cas de poursuite judiciaire, évidemment, où tu as commis un crime ou un délit, que tu es poursuivi pour ça, on peut prendre ton passeport. On peut prendre ton passeport si tu es condamné. Oui, si tu es condamné, donc le juge pénal peut te demander qu'on retire ton passeport si tu es condamné ou que tu n'as pas encore exécuté ta peine. Ou libérer si tu as une liberté conditionnelle pour que tu ne partes pas. C'est-à-dire ce que nous appelons liberté provisoire et tout le reste. Donc, on peut retirer ton passeport. Donc, on peut aussi retirer ton passeport, le ministère des Finances, si tu n'as pas payé les impôts, s'il y a une réquisition du ministère des Finances, si tu dois des impôts, ou alors le ministère du Travail, si tu n'as pas payé les droits sociaux. Voilà, on peut te retirer. Ou en cas d'atteinte à la sécurité nationale. L'atteinte à la sécurité nationale, c'est quoi? C'est des cas de terrorisme.
c'est des cas, par exemple, de coup d'État, c'est des affaires d'une certaine portée. À ce moment-là, c'est la décision. Et on dit, la décision doit être motivée. Article alinéa 2, article 9, et notifiée au demandeur ou au détenteur. Donc, quand tu as le titre, on doit te motiver la décision. Et maintenant, article 8, on dit que quand le juge a déjà donc décidé ainsi, quand le juge, la justice a déjà décidé ainsi, le juge donne autorisation au ministre, au délégué général de la Sûreté nationale ou au ministre des Relations extérieures. C'est les seuls cas. Je parle bien du décret. Du décret. Voici ce décret ici. Il a été modifié en 2017, mais pas dans cette disposition. C'est le décret numéro 2013-00 du 4 janvier 2013. Il a été modifié, fixant les conditions d'établissement des passeports. Donc, on ne peut pas retirer aucun officier de police judiciaire, fût-il général de la sécurité de l'État, fût-il le patron de la DGRE, ne peut pas retirer, ne peut pas décider de retirer le passeport sans qu'il y ait ces cas-là, si les cas prévus là soient remplis ou soient réunis. Ils n'ont pas à le faire. C'est des abus. On arrête quelqu'un, on prend son passeport, on dit allez, remettez-nous votre passeport. Ce n'est pas autorisé par la loi. Ce n'est pas autorisé, c'est des abus. D'ailleurs, le décret définit le passeport comme une pièce d'identité. Parce que j'ai appris, les gens disent que oui, ce n'est pas une pièce d'identité. Voici ce qui est dit ici. Article 4. Article, je vais lire. Parce que la nature juridique, il faut d'abord définir la nature. Voilà, article 2. On dit bien, article 2 de ce décret. Le passeport est une pièce officielle d'identité. C'est une pièce officielle d'identité. C'est bien écrit. Délivrée aux ressortissants camerounais pour leur déplacement hors des frontières nationales. Donc, c'est une pièce d'identité. On ne peut pas, c'est comme si on te retirait ta carte nationale d'identité abusivement. Mais dans le cas du passeport, on permet, même si c'est une pièce d'identité, on permet dans les cas strictement limités par les textes que ce passeport te soit retiré. On ne retire pas le passeport d'un individu comme on le voit. Vous arrivez à l'aéroport, on prend votre passeport. Bon, s'il y a du faux, si c'est un faux passeport, c'est autre chose. Mais, ou alors s'il y a peut-être une plainte qui a été déposée contre vous, ça veut dire qu'il y a un procureur, le procureur a dit qu'il faut qu'on arrête telle personne, qu'on prenne son passeport. Mais s'il n'y a pas ce cas-là, ils n'ont pas arrêté à prendre les passeports des gens. Alors, ceux qui font ça, ils abusent de leur pouvoir. Et en droit pénal, on appelle ça abus de pouvoir. Ils sont passibles de poursuite. C'est comme des personnes aussi qui arrêtent les gens sans respecter la procédure. Sans respecter la procédure. On peut les poursuivre pour abus de pouvoir. En France, ici, par exemple, on ne s'amuse pas avec ça. Quand vous arrivez dans un commissariat, les policiers font tout pour que la règle soit respectée. Et nous, les avocats, qu'est-ce que nous faisons? Nous cherchons la petite faille lors de l'interpellation. Dès qu'il y a une petite faille devant le juge, on annule la procédure. Et c'est même la plupart des cas où nous gagnons nos procès. C'est ça qu'on appelle l'état de droit. C'est un contrat social où la société, les Camerounais ont décidé de vivre selon certaines règles. Les lois ne doivent pas être des gageurs, non seulement pour les autorités, mais aussi pour les populations. Nous devons respecter les lois, parce que tout se construit dans un pays. S'il y a la paix dans un pays, c'est quand les lois sont respectées. Quand les lois ne sont pas respectées, le pays-là ne sera jamais en paix. Chaque fois qu'il y a des violations de loi, ce pays-là va vers la guerre. Parce qu'il y a des gens qui vont trouver que c'est injuste. Et tout le monde ne peut pas accepter l'injustice. Moi, par exemple, je n'accepterai pas une injustice. Je ne me tairai jamais devant une injustice. Même si tu me pointes là. Je n'ai pas peur de mourir. Si c'est par là que je devais mourir, je vais mourir. Alors, il y a des gens comme ça qui sont prêts à perdre leur vie parce qu'on a abusé de leurs droits. Alors, pour qu'on n'arrive pas à des excès, il faut que ceux qui exercent l'autorité publique respectent la loi. C'est même eux les garants de la loi. Comment se fait-il que ceux qui garantissent la loi soient les premiers à violer la loi? Comment on peut justifier que Longuet arrêté le 2, il est libéré, je crois, le 6. Pendant ce temps, il a la sémie. Il n'a aucun avocat, il n'a pas de médecin. Mais il a la portée des militaires. Alors, vous imaginez des militaires qui sont en pleine guerre à l'heure actuelle. Un militaire qui arrive là, il est tendu, mais il peut lui filer une balle dans la tête.
il peut lui filer un bas dans la tête. Parce que l'état psychologique des militaires à l'heure actuelle au Cameroun est tendu. Comment on peut se permettre ça? Pendant 4 jours dans un établissement, et en plus, ce n'est même pas un établissement où on suit les procédures judiciaires. C'est un établissement pour les infractions commises par les militaires ou l'atteinte de la sécurité de l'État, tout ce qui a rapport dans l'armée. Quand il y a des personnes qui ont commis certaines infractions, il y a la gendarmerie. Mais la CEMIL, c'est une affaire qui est strictement réservée aux militaires. Quand on commence à mettre des citoyens là-bas, lambda, pour que les militaires deviennent des justiciers, mais c'est très grave. Moi, je me demande bien comment certains Camerounais peuvent accepter ça. Est-ce que on se rend même compte? Bon, c'est vrai, d'autres vont dire, oui, maintenant c'est pour maintenir le pouvoir en place. Mais si ça continue, parce que les habitudes ont la peau dure. Imaginons qu'aujourd'hui, Paul Biya n'est plus là, et que ceux qui viendront continuer à faire comme ça, que deviendra le Cameroun? Donc nous devons dire stop à ce genre de choses. Nous devons donner à chacun son rôle. Et chacun de nous doit se soumettre à la loi. Le Cameroun, à l'heure actuelle, on a comme l'impression que c'est les sécurocrates. C'est-à-dire que les commissaires, les gendarmes, c'est eux qui dictent la loi. Ils disent qu'ils maintiennent l'ordre, ils maintiennent la paix. Non, ils ne sont pas les seuls à maintenir la paix. Le travail de maintien de la paix est un travail d'ensemble. Il y a les populations d'abord. Après, maintenant, il y a la loi. Parce que la loi est faite pour maintenir la paix. C'est le contrat social. Pour qu'il y ait la paix dans un pays, c'est les lois qui garantissent la paix. Chacun sait, la liberté de chacun s'arrête là où celle de l'autre commence. Donc tu sais que non, là, si je vais là, j'ai d'être violé. Et c'est ça qui amène la paix. Je prends toujours l'exemple d'un pays comme celui-ci. Ça ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'abus. Il y a des abus de temps, mais ces abus-là sont sanctionnés. Ici, on ne s'amuse pas. Quand quelqu'un dit ah, attention, alors là, vous avez violé, vous avez fait ceci, alors là, tu vois comment l'autre comprend qu'il a violé, il est obligé de faire, je ne peux pas dire amende honorable, mais il se plie parce qu'il sait qu'il a fraudé, parce qu'il sait qu'il a commis une infraction.